Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Petit live de la semaine, petite masterclass. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop angoissés par les résultats des élections tout à l'heure. En tout cas, on se retrouve pour la petite masterclass de la semaine. Cette fois-ci, ce sera sans Capet parce que Capet n'est pas disponible. Mais vous inquiétez pas, je vous ai préparé pas mal de choses du côté de l'actu et je vous ai préparé aussi pas mal de choses du côté de la partie technique. Donc voilà, dites-moi si le son est OK, s'il n'y a pas de souci, histoire qu'on check bien, on soit posé, qu'on soit dans de bonnes conditions avant de commencer. Juste dites-moi et puis on va partir. Tout est bon, tout est bon. Ok, le son semble pas mal. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas le son de Picsou sur ton stream, Capet. Capet n'est pas là. Capet n'est pas là ce soir. Donc je prends le lead, mais ça arrive puisque moi aussi je suis pas disponible à certains moments. Donc voilà, ok, le son a l'air pas mal. On est dans de bonnes conditions. Yo à tous ceux qui arrivent, yo le retraité. Midor 19, ok, c'est génial. BTC Cryptophile, Let Me Cook, Code Source Net, Foxty, yo Foxty mon ref. Yo Erratic Ape, 0xVif, Elcaria, Freelancer. Je quitte l'interview de Hightech pour venir sur la masterclass. Bah écoute, merci déjà. Et moi-même j'étais en train de regarder l'interview parce que j'étais assez curieux de ce qu'il allait dire, etc. Je trouve que Hightech est quelqu'un quand même d'assez inspirant. Donc toujours cool de pouvoir avoir l'opinion de gens qui ont vraiment make it et d'avoir tout ça. Donc voilà, yo les petits potes, yo Segend 20, yo Zag 126, Kissy67, Frankie Love. Que vous soyez sur le stream de Capet ou le mien, en vrai, ça change pas. Vous faites ce que vous voulez, les potes. Juste encore une fois, je vais le répéter une dernière fois, Capet n'est pas là ce soir. Du coup, je prends le lead. Mais ça arrive que je ne sois pas là aussi. Et dans ce moment-là, Capet prend la relève. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Dites-moi un petit peu plus de votre semaine. Qu'est-ce que vous avez fait? À part regarder peut-être des débats. Est-ce que vous avez voté déjà? Travaillé, logique. Yo Fears. Serrer les fesses, très bien. J'ai découvert Bolero, ok. Ouais, je connaissais Bolero. On a mangé sur Frérot et on a voté. Ok. Non, j'ai vu, il y avait des histoires avec un shitcoin qui s'appelle Frérot, enfin memecoin, je sais pas quoi, qui est lancé par le CTFR. J'avoue que j'ai pas tout suivi, donc je pourrais pas commenter dans les meilleures conditions, mais de ce que j'ai compris, il y a un mec qui s'appelle Minotaur qui venait à chaque fois farmer l'engagement sous chacun de mes tweets, qui a pété un plomb et qui a lancé son memecoin et qui a genre changé son compte pour que ce soit un compte de memecoin, enfin quelque chose comme ça. Et maintenant les gens s'emballent sur ça, donc tout ce que je vous recommande déjà, c'est de ne pas toucher à tout ce qui est memecoin, etc. En tout cas, low cap, parce que là, on parle de 300 000 $ de market cap, quelque chose comme ça. Bon, voilà, quand il y a 300 000 $ de market cap et genre 40 000 balles de liquidité, il suffit qu'il y ait un gros wallet qui se casse ou que la liquidité soit retirée pour que ce soit dead. Je crois que la liquidité ne peut pas être retirée avec pump.fun, à vérifier. Mais voilà, en tout cas, ne touchez pas à ça. Tu vas mater le GP Victoire de Merco, ça fait plaisir. Ben, j'ai regardé, évidemment. En vrai, moi je suis team Mercedes, mais j'aurais bien aimé que Piastri gagne. Parce que en vrai, je suis plus team Lewis que Mercedes. Enfin, j'aime beaucoup Mercedes, mais je suis très team Lewis. Et on va dire que le comportement de Mercedes, à certains moments, m'a un petit peu usé. Mais en tout cas, très beau GP. Et Max Verstappen, qui comme d'habitude ne lâche rien. Et dans certains moments, ça devient un peu pénible, là, on va pas se mentir. Je balance, l'Angleterre est en train de perdre contre la Slovaquie. J'ai pas du tout regardé les matchs de l'Euro récemment. J'en ai vu peut-être 2-3, ceux de la France, mais ça s'arrête là. Es-tu heureux? Bah écoute, disons que je serais plus heureux si le prix était bien inférieur ou bien supérieur. Moi, tout ce que je veux, c'est de la volatilité. Mais sinon, coup tout roule. Moi, je suis full-time crypto. Je profite de la vie à côté. Je suis à un endroit où il y a du soleil, il y a la mer. Cette semaine, j'ai fait une petite après-midi plage, tranquille. Donc, franchement, on a vu pire. Juste, personnellement, je suis un peu usé par certains trucs en crypto. Je suis pas là pour faire ma crypto-confession, entre guillemets, mais je sais pas, parfois, je suis un petit peu blasé de ce marché. Bon, c'est quand même assez lié quand même au marché et au prix, évidemment. Mais c'est dans ces moments, justement, où c'est pas qu'on doute, mais c'est qu'on est on peut être un petit peu fatigué de l'écosystème. Je pense qu'on progresse de la bonne manière sur plein de trucs, mais il y a quand même des choses assez abjectes qu'on voit régulièrement. Et moi, j'ai fait moins de vidéos cette semaine aussi parce que parfois, juste, j'ai pas envie de faire des vidéos où je prends moins de plaisir et même partager des choses sur Twitter, des fois, ça devient un peu fatigant. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, par exemple, les lives parce que les lives, j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes personnes. C'est des gens qui sont beaucoup plus engagés, c'est des gens qui sont vraiment beaucoup plus à fond dans le marché.
et qui essaye de vraiment comprendre tout en profondeur. Donc je kiffe toujours les lives. D'ailleurs, j'avais fait 2-3 lives cette semaine, je crois. Ou peut-être c'est la semaine dernière. Je sais pas à quel point le temps passe vite, mais ouais, ça va. J'ai quand même fait des lives cette semaine. Ça va. Bref. J'espère que vous allez bien. On est en bear market de viewers, c'est normal. Le prix a descendu. Je me pose la question de ce qui se passerait si jamais le prix était plus bas. Mais voilà, avant de commencer sur la partie actu, je voulais vous parler de 2-3 trucs, notamment le fait que si jamais vous allez sur Coin Academy, eh bien n'oubliez pas que vous avez un petit assistant IA ici qui vous permet d'avoir les dernières nouvelles en 24 heures, de savoir quelles sont les nouvelles de la semaine, de savoir quels sont les airdrops ou les articles assez intéressants pour se former. On va améliorer l'assistant IA et lui offrir, vous offrir beaucoup plus de possibilités. Donc juste on fait les choses par étapes. Mais vraiment c'est très très cool. Et lorsque vous allez sur n'importe quel article, eh bien vous pouvez utiliser tout simplement par exemple le bot IA pour vous faire un résumé de l'article. Comme ça, si jamais vous n'avez pas envie de le lire en entier, ça vous fait un résumé. Le temps de réponse dépend de si il y a déjà quelqu'un qui a demandé un résumé sur l'article ou pas. Et s'il a déjà eu un résumé, à ce moment-là, c'est instantané. Et dans le cas où c'est pas le cas, à ce moment-là, il le fait en temps réel. Donc, il prend un peu plus de temps et il doit faire des requêtes. Mais voilà, du coup, vous avez un petit résumé de l'article. Donc ça, c'est dispo, c'est gratuit sur Khan Academy. Si vous allez sur n'importe quelle page, vous avez ça. Pareil, si je veux avoir les dernières nouvelles sur les 24 dernières heures, vous avez pareil des nouvelles qui sont disponibles ici. Donc vraiment, c'est plutôt bien fait. Et on va faire des prompts qui vont être beaucoup plus ouverts par la suite. Donc voilà, pour l'assistant IA, tout ce que vous avez à faire, c'est coinacademy.fr et vous avez le petit bot en bas à droite. Un autre truc aussi, pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous avez pas de compte en fait tout simplement sur Coin Academy, vous pouvez vous en créer un avec un Google Connect. Donc j'ai ajouté un Google Connect, un Twitch Connect et un Discord Connect. Donc normalement ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas de compte, ça va vous créer un compte. Donc vraiment en un clic, vous pouvez vous inscrire sur Coin Academy. Et tous ceux qui seront inscrits sur Coin Academy auront des accès à des contenus exclusifs. Et surtout des accès à des versions anticipées, des nouvelles versions du bot, notamment avec des prompts ouverts, dans le sens où vous pourrez lui demander directement des choses. Ça ne sera pas disponible, je pense, pour les visiteurs normaux. Il faudra juste se créer un compte, mais vraiment, c'est instantané. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez appuyé sur le bouton « Se connecter » en haut du site. Pour finir peut-être sur le site, on vous a sorti 2-3 trucs qui sont vraiment intéressants à mes yeux. Donc le premier, c'est Capet qui s'est attelé à la tâche, qui a fait un comparatif hyper complet entre Ethereum et Solana. Et vraiment, ça a été hyper exhaustif dans le sens où vraiment il parle de les différences fondamentales entre les deux crypto-monnaies, les deux projets. Il vous parle aussi des coûts pour faire tourner de l'infra, que ce soit sur Ethereum, sur Solana, la vision, comment ça évolue, les L2, les nouvelles solutions sur Solana, l'avenir de Solana, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets ça dans le chat. Voilà, c'est gratuit. C'est assez dense, hein. On est sur du 20 minutes de lecture. Mais sincèrement, c'est plutôt fluide. Donc vraiment, je vous incite à checker ça. Et si jamais vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous avez le petit bot IA pour vous aider. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez aller plus vite. Quelqu'un qui me demande si je suis dev de base. Je ne suis pas dev de base, mais j'ai fait des études dans le web pendant 5 ans et ça m'a permis de faire plein de choses, et y compris gérer énormément de choses sur la création du site coinacademy.fr. Donc je prends des initiatives et on tente de nouvelles choses. Pour clôturer un petit peu sur les nouveautés sur Coin Academy, on vous a publié aussi, si on met à jour, on retire le cache, on vous a publié des nouveaux articles, notamment sur qu'est-ce que c'est le farming de points d'airdrop, comment ça fonctionne, quels sont les inconvénients, les avantages, etc. On vous a aussi fait un article sur les market cap, les FDV, les unlocks, etc. Pour ceux qui ne comprennent pas, je pense que ça peut être un article qui est super intéressant. Je vous le mets dans le chat ici. Ça vous permet de comprendre un petit peu les pièges auxquels vous pouvez faire face et surtout de comprendre un petit peu les nouvelles mécaniques sur ce marché, puisque maintenant on a plein de crypto-monnaies qui se lancent avec des tout petits market cap, mais au final on se rend compte qu'il y a très peu de jetons qui sont disponibles. Et donc une capitalisation sous-jacente qui est bien plus importante. Donc voilà, on a tout ça. Et pareil, on vous présente aussi des outils avancés et aussi des outils pour les débutants. Donc voilà, checkez tout ça. Je vous mets le lien, c'est sur la partie Académie. Vous allez dans les articles récents, vous avez ça. Ou sinon, vous allez sur la page d'accueil de Coin Academy, sur la section Académie, et vous avez tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, Coin Academy, 100% gratuit. Si jamais vous voulez vous mettre au crypto ou avoir plus d'informations sur un sujet, vous avez tout. Est-ce qu'on partirait pas sur les news de la semaine? Vous me dites ce que vous en pensez. On commence par les news de la semaine ou la technique? Donnez-moi un instant, je reviens. Et il y a quelqu'un qui me dit que le son saccade. J'espère que non. Mais si c'est le cas, juste dites-le moi. Ok, je suis back. Je vois un peu des deux. Bon, on va commencer avec la news, comme ça, on pourra faire une partie peut-être technique plus complète. On pourra se donner plus de temps sur
sur l'analyse technique, vu que je pense que pour ceux qui me suivent, c'est ce qui vous intéresse le plus. Pour ceux qui sont intéressés par ce que Caped fait, c'est surtout lié à de l'actu et du fonda. Donc on va commencer comme ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, j'ai pas mal discuté avec Caped parce qu'il y avait beaucoup d'actu en réalité. Et donc, on va revenir sur ces actus une par une. Déjà, dans un premier temps, on a eu Vanek, mais on a eu aussi 21 Shares qui ont déposé une demande pour un ETF Solana Spot aux US. Donc, il y a eu pas mal de fois où le mot trust est revenu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est vraiment une demande d'ETF. Alors, ils n'ont pas rempli le formulaire 19B4 qui est... pour une demande officielle d'un ETF spot Solana, mais ils ont rempli certains formulaires qui pourraient les amener à remplir le 19B4 et avoir une demande officielle, ce qui ferait que à partir du moment où ils auraient rempli le 19B4, la SEC aurait une deadline qu'ils devraient respecter. Donc à partir du moment où ils remplissent ce 19B4 et que la demande est officielle, à ce moment-là, je crois que la SEC, je sais plus, ça doit être genre 6-8 mois, peut-être un peu plus, pour donner une réponse définitive. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'institutions du style Vanek, 21 Shares, Bitwise, BlackRock, etc., qui font des demandes en même temps, et souvent les deadlines coïncident. Et c'est difficile de dire non à l'un pour dire oui à l'autre. Donc en général, la réponse est unanime pour tous. Et donc le plus vite on a une deadline finale, le mieux c'est. Cependant, je pense qu'il faut tempérer les choses parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assez optimistes sur le fait qu'il y ait un ETF spot Solana. Et moi, mon opinion est totalement différente. En gros, moi, ma pensée personnelle par rapport aux informations que j'ai et par rapport à ce que les experts disent, c'est que en réalité, c'est surtout une action marketing et de la communication de la part de Vanek et ensuite de 21 Shares, dans le sens où la demande n'est pas officielle et ne crée pas de deadline chez la SEC. Mais surtout que si on regarde d'un point de vue ETF spot, Bitcoin et Ethereum, ils ont été approuvés notamment parce qu'on avait des ETF futures sur ces cryptos-là, donc BTC et Ethereum, chose qu'on n'a pas aux États-Unis sur Solana. Donc sur Solana, on n'a pas d'ETF futures Solana aux US, notamment sur le CMI. Et c'était une des choses qui avait fait pencher la balance en faveur d'une acceptation des précédents ETF, donc Bitcoin et Ethereum. Donc là, on n'a pas ça. Après, on peut se dire que si jamais on a un nouveau président aux États-Unis, notamment un président un peu plus pro-crypto du style Donald Trump, ça pourrait changer, ça pourrait avoir un impact sur ça, surtout qu'on pourrait avoir un autre chairman à la SEC, donc quelqu'un de différent de Gary Gensler qui serait davantage neutre, même pas pro-crypto, davantage neutre, et donc qui permettrait d'accepter ces ETF, en tout cas ces demandes un peu plus facilement. Mais actuellement, on est très très loin d'une acceptation d'ETF Solana, sur la partie spot en tout cas, puisqu'on on parlait même pas de futures. Donc, les ETF Solana Spot, pour moi, c'est encore lointain. Je vois pas ça accepté cette année, ou peut-être vraiment en fin d'année, si jamais on a un chiffre du côté de la présidence américaine et un changement de chairman à la SEC. Mais sincèrement, ça me semble très peu probable qu'on ait des ETF Solana Spot cette année. Et ce que j'expliquais sur Twitter, c'est que pour moi, le moment où les demandes d'approbation d'ETF Solana Spot seront réellement crédibles, ce sera à partir du moment où on aura BlackRock qui s'impliquera dans la partie. Dans le sens où, si on regarde d'un point de vue Bitcoin ou Ethereum, le moment où on a une accélération assez forte du prix et surtout de crédibilité dans la demande d'avoir ces ETF approuvés, c'est lorsque BlackRock s'est positionné et a fait une demande officielle et donc a rempli le formulaire 19B4, etc. Donc tant qu'en fait on n'a pas BlackRock, pour moi c'est de la poudre de perlimpinpin. Mauvaise ref, mais au moins c'est clair. Pour moi, c'est vraiment fugazi, quoi. C'est pas quelque chose qui est très pertinent. Ça montre qu'il y a un intérêt potentiellement à avoir des ETF de ce côté-là. Mais je pense que voilà, c'est trop tôt. Il n'y a pas BlackRock dans la partie. Et surtout, on parle potentiellement d'inflow décevant sur Ethereum. Alors, on va voir, on va être fixé assez rapidement. Mais si on a une demande qui est importante sur Bitcoin et qui est beaucoup plus faible que prévu sur Ethereum, le fait d'avoir un ETF sur Solana sera moins pressant. Donc je pense que ça va dépendre de à quel point ça bouge du côté d'Ethereum et surtout de la présidence des États-Unis, mais je vois pas ça arriver tout de suite. On a aussi eu cette semaine une annonce de Mt. Gox comme quoi ils allaient commencer à rembourser les clients donc qui avaient perdu leurs actifs, puisque en fait Mt. Gox avait fait faillite, et donc ils voudraient commencer les remboursements autour du début juillet 2024. Donc début juillet 2024, c'est semaine pro, donc ça va arriver très 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 vite, et on a à peu près 9 milliards de dollars qui pourraient être déversés sur le marché, puisque en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la majorité des clients sur Mt. Gox
ont acheté leur Bitcoin à un prix inférieur à 700 $. Donc, globalement, ils sont en x100. Donc, quand tu es bloqué pendant des années et que tu reçois un montant d'argent qui peut, a priori, changer ta vie et que tu as été forcé de hold, je pense que ces personnes-là vont tout simplement vendre. Plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que c'est pas uniquement du Bitcoin, c'est du Bitcoin et du Bitcoin Cash. La deuxième, c'est que tout comme sur FTX, on avait la possibilité de possiblement vendre nos claims, eh bien, on a aussi pas mal d'institutions qui ont proposé le rachat de claims de clients de Mt. Gox. Donc, il se peut que en fait, les individus qui comptaient vendre leur Bitcoin en fait, ont déjà vendu leurs claims et que c'est ces institutions-là qui vont récupérer les claims et à ce moment-là, on ne sait pas de ce qu'ils vont en faire. Mais moi, dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que même les institutions qui ont voulu racheter les claims de ces clients à Mt. Gox, ils jouent une sorte d'arbitrage. Et donc, pour réaliser le PNL final et donc cet arbitrage, ils vont être obligés de vendre ces cryptos-là. Enfin, je pense pas qu'ils ont envie Enfin, soit ils sont dans une stratégie de faire de l'arbitrage, soit ils sont dans une stratégie de... en fait, ça me permet d'acheter du Bitcoin à un discount et de le hold. Mais je pense que le bénéfice est tellement grand qu'il va y avoir une grosse pression vendeuse. Donc, a priori, distribution et paiement début juillet du côté de Mt. Gox. Est-ce que ça va impacter drastiquement le prix ? Franchement, je sais pas. J'ai tendance à croire que 9 milliards, c'est énorme. Mais en même temps, j'ai tendance à croire aussi que le marché va l'anticiper et a tendance à tout pricer en avance. Donc, je pense que dans tous les cas, on va vite être fixé et qu'on aura le début de la distribution on-chain très bientôt. Donc, je pense qu'il faudra rester très actif sur les réseaux parce qu'on aura des notifications des transactions on-chain. Et je pense que beaucoup de gens se feront un plaisir de le relayer. On a eu quoi d'autre ? On a eu les règles MiCA sur les stablecoins qui s'activent à partir d'aujourd'hui. Donc en fait, de ce que j'ai compris, ça s'applique aux émetteurs, mais pas forcément aux exchanges. C'est-à-dire que techniquement, les exchanges ne sont pas obligés... Alors, de ce que j'ai compris, techniquement, les exchanges ne sont pas obligés de retirer les stablecoins qui ne matchent pas les attentes de MiCA, mais ils ont 6 mois pour avoir un agrément et au bout de ces 6 mois, ils seront effectivement obligés de répondre aux exigences MiCA. Donc pour l'instant, techniquement, on devrait toujours pouvoir trader du Tether, du SDC, etc. Mais ça pourrait changer à horizon 6 mois. Et le problème que je voulais vous rappeler avec MiCA par rapport aux stablecoins, c'est que de ce que j'ai compris, l'Europe ne veut uniquement de stablecoins qui ont une réserve 1 pour 1 liquide dans des comptes en banque et non pas dans des bons du trésor américain ou quelque part ailleurs en fait. Du coup, de ce fait-là, en fait, si on regarde Tether ou Circle, eux, leurs stablecoins, leurs réserves sont majoritairement dans des bons du trésor américains ou des bons du trésor de d'autres pays ou peut-être certaines matières premières du style or, etc., même si c'est rare, ou même du Bitcoin. Donc, en fait, ils ne respecteraient potentiellement pas les attentes de MiCA et donc voilà. Donc, a priori, ça ne devrait pas beaucoup changer. C'est plutôt à horizon 6 mois où là, on devrait avoir des choses qui devraient changer drastiquement. Autre news, on a eu la SEC qui attaque en justice Consensus, notamment vis-à-vis de MetaMask. Donc, on s'attendait que, en fait, justement, avec l'approbation des ETF Ethereum Spot, on a la SEC qui se disent, en fait, on a eu tort et on va lâcher un peu du lest, quoi. On va se calmer un petit peu et apparemment, la SEC a réattaqué notamment vis-à-vis de MetaMask. Donc, Consensus est accusé de fonctionner comme un courtier non enregistré à travers son portefeuille MetaMask et services associés de staking, notamment avec Lido et Rocket Pool. Donc ça, c'était quelque chose auquel on pouvait s'y attendre d'une certaine manière, puisque dans les ETF Ethereum Spot, il n'y a pas la capacité de staker en fait ces Ethereum qui seront dans ces ETF justement. Donc en fait, pour eux, staking et tout ce qui est lié à du staking égale securities, égale titre non enregistré et donc égale à quelque chose qui ne respecte pas les lois en vigueur. En tout cas, c'est la position de la SEC actuellement. Je n'ai aucune idée d'à quel point cette attaque est sérieuse. Jusqu'à maintenant, on a vu la SEC perdre à peu près sur tout, peut-être mis à part un peu sur Ripple et face à Binance et des exchanges, etc. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment la sensation que c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Aussi, petit truc, quand vous avez des articles et vous allez bannir comme ça, lorsque vous cliquez dessus, ça ouvre tout simplement le bot. Donc, vous pouvez cliquer dessus au besoin. Autre news, du coup, on a eu l'airdrop de Blast. Donc, il y a eu la phase 1 qui a été distribuée. Donc, 17% de ces jetons Blast au premier utilisateur du protocole avec une FDV un peu plus de 2 milliards. Donc, ce qu'on voit, c'est que les airdrops actuellement sont mal valorisés. En tout cas, que les top projets qu'on a suivis ces derniers mois, ces dernières semaines, ne sont pas très bien valorisés. Je pense sincèrement que c'est intimement lié avec le fait que le marché va
pas super bien, enfin, ou en tout cas que le marché a dump notamment du côté de BTC et Ether, et que du coup, de ce fait de cette incertitude, eh bien, beaucoup préfèrent vendre et être en stable ou acheter du BTC et Ethereum dans lesquels ils ont plus de conviction, plutôt que hold des choses qui sont un peu plus associées à des actifs très à risque, comparé à BTC et Ethereum qui sont à risque, mais qui restent mieux capitalisés, moins volatiles, etc. Je pense que ça pourrait changer à partir du moment où on aurait une hausse à nouveau du marché, etc. Mais là, on est vraiment dans une période où le marché est dans une certaine incertitude. Et lorsqu'on a de l'incertitude, en fait, notamment du côté des altcoins, ça prend hyper cher. Et du coup, toutes les valos se réajustent. Ce qui est assez intéressant, et ce que je peux vous dire un petit peu en off, c'est que en fait, on pourrait s'attendre du coup de ce fait-là que les valorisations en pré-market diminuent. Donc, par exemple, lorsqu'on veut faire de l'investissement en early stage, donc des pré-sales, etc., baissent. Mais le fait est que ces valorisations, pour l'instant, ne baissent pas. Et c'est aussi associé au fait qu'on a des gros fonds comme Paradigm et autres qui ont une grosse, beaucoup de cash en fait à déployer et que en fait ils sont en retard par rapport à leurs échéances. C'est-à-dire que ils ont une enveloppe globale qui lève auprès de LPs, donc ça peut être des banques, des individus qui sont assez riches, etc. Et ils ont pour mission de dépenser ces budgets-là sur 4 ans. Et de ce que j'ai compris en parlant avec pas mal de VC, etc., c'est qu'apparemment ils sont en retard. Et du coup, de ce fait-là, on se retrouve avec peu d'acteurs qui en fait, distribuent un peu du cash partout pour arriver et respecter le mandat qu'ils ont auprès de leurs investisseurs, donc les VC qui ont eux-mêmes des investisseurs. Et du coup, de ce fait-là, ça maintient une certaine de pression acheteuse sur la partie early stage. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, le marché aime pas du tout, valorise très mal les airdrops. On l'a vu avec ZK Sync, on l'a vu avec Layer 0, on l'a vu avec Blast. Je pense que si vous croyez à cet écosystème et qu'il y a des projets qui vous plaisent particulièrement, vous avez quand même des belles opportunités. Alors, toujours garder en tête les FDV, vous connaissez. Parce que là, en fait, on est à 378 millions de market cap pour 2,2 milliards de FDV. Donc, beaucoup de jetons qui n'ont pas été émis. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de projets Kali qu'on voyait à des valorisations du style 4, 5, 6, 10 milliards, qui aujourd'hui pop à 1, 2, 3 milliards. Donc, si jamais vous croyez en ce marché et vous croyez particulièrement à CTEC, que les tokenomics match et que tout match de votre côté, je pense que c'est des projets qu'il faut suivre de près parce que quand ils sortent justement dans des sortes de creux de vague, alors je ne sais pas si c'est creux de vague, mais en tout cas dans des moments d'incertitude, ça crée des opportunités. On a eu aussi Solana qui a dévoilé les Blinks. Donc, en fait, c'est une des fonctionnalités qui permettent en fait d'intégrer des interactions on-chain directement sur Twitter, donc sur x.com. Donc typiquement, si vous allez sur votre Phantom Wallet, dans les paramètres, fonctionnalité expérimentale, vous pouvez activer justement les actions et les blinks. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez sur Twitter, eh bien, en fait, vous pouvez directement avoir des interactions intégrées. Donc, par exemple, sur Twitter, si vous avez activé cette fonctionnalité, ce paramètre dans Phantom, eh bien, Phantom va injecter du code HTML dedans, si l'utilisateur qui a tweeté a mis un lien particulier, et à ce moment-là, vous pourrez directement cliquer pour faire une interaction. Ça peut être faire un don, ça peut être faire un swap, ça peut être faire plein de choses. Et du coup, ce que ça amène, c'est de l'interaction entre les réseaux sociaux existants et l'activité on-chain et des blockchains comme Solana, quoi. Donc, point très positif, je crois que le créateur d'Uniswap était revenu sur ça parce que le créateur d'Uniswap avait fait la même chose. En tout cas, ils avaient proposé la même chose. Je crois que c'était en 2019 ou en 2020. J'ai pas l'impression que ça ait pris, en fait, tout simplement à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait fait de la mauvaise manière, etc. Je sais pas. Moi, je pense que dans tous les cas, plus c'est mieux dans ce cas-ci. Et du coup, en fait, assez intéressant de voir ce lien. Donc, à voir si le marché l'apprécie, à voir si ça rentre dans les habitudes des gens. Mais voilà. On a aussi ZK Sync qui dévoile son architecture Elastic Chain. Donc en gros, ils ont leur ZK stack d'une certaine manière et ils permettent de faire des Layer 3 de ce que je comprends. En tout cas, c'est des chaînes qui sont opérationnelles sur le mainnet et justement développées avec le kit logiciel ZK Stack. Donc c'est ça, c'est un peu comme l'Opti Stack de Optimism avec lequel Base s'est construit. Donc on a l'OP Stack, c'est pas l'Arbitrum Stack, mais c'est quelque chose de ce style-là. Donc en fait, tous les L2 proposent justement des solutions pour que les gens puissent créer leur propre L2 ou leur propre L3. Et du coup, ZK Sync fait de même. Tezos qui dévoile sa roadmap à l'horizon 2026. Je vais pas vous mentir, Tezos, je maîtrise pas trop et ça m'intéresse peu pour l'instant.
Donc voilà, je vous laisserai checker. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent checker un peu plus cette news. Je me suis pas renseigné, donc je n'ai pas envie de trop en parler. On a aussi Mega ETH, qui est, de ce que je comprends, un nouveau L2 qui propose jusqu'à 100 000 transactions par seconde, qui a reçu le financement de Vitalik Buterin, Joseph Lubin, Kobe et d'autres. Donc Vitalik Buterin et Joseph Lubin, c'est les co-créateurs d'Ethereum et de Consensus. Kobe, légende du CT, et qui a été aussi un early investor de Lido. Je crois qu'il était même impliqué dans la création de Lido. Il est même aussi investisseur, je crois, dans Monad et d'autres. Donc voilà, une initiative sur Ethereum qui est financée par les cofondateurs de Ethereum, à savoir Vitalik, Joseph Lubin et d'autres. Moi, ça m'impressionne parce que ce genre de communication, on ne les voit pas souvent. Et je pense que tout le monde va regarder Mega ETH parce que voilà, c'est peut-être un L1, hein, mais ça. En tout cas, c'est EVM et j'ai l'impression que c'est build on top of Ethereum. Donc, je sais pas. Enfin, faut que je me renseigne davantage. J'avoue que j'ai essayé d'aller sur le white paper, de faire un résumé de ChatGPT, via ChatGPT, et il m'a sorti que des trucs abstraits. J'ai l'impression que le white paper de Mega ETH est assez abstrait. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui sont renseignés sur le projet dans le chat. Ça m'intéresserait. Autre news, du coup, fondateur de Kraken qui fait un don de 1 million à Trump. Trump qui continue à onboarder toujours plus de personnes assez clés dans la crypto. Bon, ça m'intéresse moyen. On avait eu les frères Winklevoss qui avaient fait la même, je crois, semaine dernière ou semaine encore d'avant. Donc voilà. Et sinon, sur les autres news, on a Wikileaks. Donc on a Julian Assange qui est enfin libre et qui arrive du coup aux États-Unis, qui a pris son vol. D'ailleurs, il a reçu des dons en Bitcoin anonymes. Je crois qu'il y a Andrew Tate qui a essayé de faire comprendre aux gens que c'était lui, mais personne n'y croit. On a toujours Michael Saylor qui nous dit que BTC atteindra les 10 millions de dollars. Bon. L'opium hebdomadaire, j'ai envie de dire. Rien de très nouveau du côté de Saylor. Comme je l'expliquais, in whale, Bitcoin a payé les dettes de Julian Assange, notamment pour les frais de justice, mais aussi le jet qu'il a dû prendre en fait pour revenir aux USA. Et on a eu aussi Yield App qui ferme ses portes et qui déclare avoir subi des pertes via des gestionnaires de fonds sur FTX. De mémoire, il disait qu'il n'avait aucun lien avec FTX et qu'il n'y avait pas forcément de soucis à se faire. Et au final, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, FTX les a impactés. Donc moi, Yield App, je connais peu. Ça date surtout de 2021-2022 de mémoire. J'ai pas trop touché, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais vous avez l'idée. Donc moi, c'est pour les news de la semaine que je me suis noté. Est-ce que j'ai loupé des trucs ou est-ce qu'on est bon? Vous me dites dans le chat, hein. Mais je crois qu'on a couvert le plus gros. Moi, l'airdrop Blast, je l'ai pas touché parce que j'ai tout simplement pas farmé. Et sinon, peu de conviction sur le reste, hein. Moi, c'est juste que je retiens CMT Gox. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on devrait avoir une réponse semaine pro. Ça devrait être le cas assez vite. Et Steph Solana, pour moi, ça n'existe pas tant que BlackRock n'est pas impliqué. Et sinon, c'est 2-3 trucs à gauche, à droite, mais rien de majeur. Est-ce que j'ai loupé des trucs ou pas, les potes? Vous me dites peut-être dans le chat s'il y a des choses que j'ai pas vues, auxquelles vous intéressez et qui pourraient être intéressantes à partager. Vous dormez le chat là ou vous avez du décalage? Je sais pas. T'as bien dit que Blast c'était une opportunité pour toi. J'ai pas dit que Blast c'était une opportunité pour moi. J'ai dit juste que les projets qui sortent en ce moment à des valorisations qui sont plus faibles que prévu, ça peut être des choses à mettre en watchlist. En tout cas, personnellement, je pense que dans le tas, il y aura des projets qui seront assez sympas, qui s'apprécieront sur le reste du cycle et qui aujourd'hui sont mal pricés. Alors peut-être que je suis over bullish et que voilà, hein, mais moi c'est l'impression que ça me donne. Il y a plein de trucs qui sont stylés qui commencent à pop à des valos qui sont plus faibles que d'habitude. Alors est-ce que c'est juste qu'on revient à la norme ou qu'on va assister à une correction plus profonde? Je sais pas. Moi je pense qu'il y a toujours une place à l'euphorie tôt ou tard sur les alts, c'est pour ça que je parle de ça. Mais quelqu'un dans le chat qui dit Zcassing, je revends pas avant une FDV de 8-10 milliards. En vrai, je comprends. Le problème, c'est que est-ce que c'est ce que ça vaut ou est-ce que c'est ce à quoi le marché nous a habitués avec des Starknet, etc., qui sont lancés à des valos super hautes. Ouais, j'ai vu Kaspa aussi. Kaspa, ça a bien pop. Mani, tu me dis, c'est quoi la deuxième news? Je sais pas de quoi tu parles. Il y a les résultats des élections ou pas du tout? Info RTBF, c'est ça. Parce qu'en fait, les Belges ont le droit de partager avant nous. Alors qu'en France, les résultats officiels n'ont pas le droit d'être communiqués avant 20h, je crois. Ou en tout cas, les estimations. Ok, ça marche. Je vais juste regarder si j'ai rien loupé. Ouais, j'ai vu le shitcoin, frérot, comme je l'expliquais. Enfin, le coin qui a été créé par le CTFR. En tout cas, certaines personnes dedans. Je vous incite surtout pas à y toucher. Je pense que la majorité du temps, vous porterez bien mieux en restant loin de tout ça. Loin de tout ça. Est-ce que tu as voté? Non, je n'ai pas voté. Et
Sincèrement, j'aime pas trop j'aime pas trop m'exprimer sur la politique, etc. Parce que voilà, souvent c'est un peu le truc de les influenceurs ou les personnalités connues qui doivent s'exprimer, qui doivent, voilà, enfin bref, je suis pas un Squeezie, hein, vous le savez. Je pense que c'est clair avec le nombre de viewers sur le stream. Mais voilà, je pense que chacun fera son choix ou a fait son choix et que ça regarde que vous et que je suis dans une situation qui est différente de la plupart des gens. Et voilà, je me sens pas dans une situation de donner énormément de conseils ou voilà, de parler de tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça lâche, etc. Mais je trouve que, bah voilà, en fait, on n'est pas obligé de tous partager ses opinions politiques publiquement. Je trouve que dire de voter pour l'un ou l'autre ou ne pas voter pour ci ou pour ça, c'est un peu prendre les gens pour des enfants. Mais je peux comprendre l'approche, mais moi je trouve que c'est prendre les gens pour des enfants et des gens qui ne savent pas utiliser leur cerveau. Je pense que déjà, les gens progresseraient s'ils lisaient les programmes politiques, parce que j'ai l'impression que la plupart ne le font pas. Mais de ce que j'ai lu, opinion personnelle, que je n'aime pas donner la plupart du temps, de ce que j'ai lu, la plupart ne semblent pas réalistes économiquement et on est toujours dans la même approche de on va corrompre le peuple avec des mesures qui, à court terme, vont peut-être les enrichir ou leur donner une dose de satisfaction, mais qui va les appauvrir à moyen long terme. Et je pense qu'en politique, voilà, ils ont tout intérêt à dire ce que les gens ont envie d'entendre pour être élus, mais que c'est un peu dommage parce que des fois la réalité elle est un peu plus dure que ça et que des fois faut faire des efforts, mais c'est très dur de dire aux gens de faire des efforts quand ils sont déjà dans la merde, quoi. Donc buy Bitcoin. C'est ça mon parti politique actuellement. Moi je suis parti à l'étranger, donc voilà. Du coup du coup c'était pour la parenthèse politique, élection, etc. On va parler un petit peu du marché. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? À quoi avons-nous assisté cette semaine du côté du marché? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la clôture mensuelle qui arrive bien dans quelques heures sur Bitcoin, Ethereum, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille d'assez près. Qu'est-ce que j'en tire pour l'instant de cette clôture mensuelle si jamais on devait clôturer au prix actuel? Rien de nouveau, on est toujours dans cette consolidation qui est assez longue entre ces deux bornes-là. J'aurais aimé qu'on ne reteste pas cette borne ici à nouveau, parce que ça fait quand même la 4e fois qu'on la reteste, mais on peut aussi prendre l'argument on a retesté aussi 4 fois cette résistance. Donc, indécision maximum. D'un point de vue bull, j'aurais aimé qu'on ne reteste pas ce niveau-là. Et je pense que tout ce qui compte en réalité, c'est ces deux bornes, hein. Franchement, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, hein, mais on est dans une consolidation de au moins 4 mois. Et historiquement, des consolidations aussi tight de 4 mois, on n'en a pas eu 10 milliards. Et lorsqu'elles ont cassé dans un sens ou dans l'autre, la volatilité derrière a été extrême. Et surtout, on est reparti dans une phase tendancielle. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si on a une cassure dans un sens ou dans l'autre, ne vous mettez pas à contre-courant. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne vous mettez pas à contre-courant. De mon côté, je n'ai pas touché à mes positions spot. J'ai toujours majoritairement de l'Ethereum en spot. Des investissements early stage. 2-3 bagues à côté. Genre j'ai un peu de Tao, j'ai un peu de DYDX. Mais en fait, au fur et à mesure de l'avancement de cette consolidation, j'ai mis de plus en plus d'argent en spot sur Ethereum. Dans une phase d'incertitude, etc., je préfère être dans une major cap, donc une grosse capitalisation qui est moins volatile et surtout qui marque de la force par rapport à BTC. Et le reste, j'ai mis de plus en plus dans de l'investissement early stage qui est à ce moment-là davantage risqué, mais qui pourrait payer si jamais le marché est assez vert, quoi. Donc on verra. Mais voilà, pour l'instant, franchement, le marché n'a pas vraiment bougé. On consolide sur la bande basse du range dont je vous parle depuis extrêmement longtemps ici sur BTC. On a retesté ici. Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc, moi, maintenant, personnellement, j'attends soit le reclaim de cette zone bleue ici. Donc, on récupère cette zone bleue ici en tant que support. Soit qu'on commence à enfoncer et qu'on ait un peu un momentum vendeur pour derrière enfoncer ce lot et enfoncer ici. Mais enfin, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, acheter ici, c'est acheter le énième retest de la bande basse du range qui ne m'intéresse plus, qui m'intéresse peu. Et donc, je préfère quand même acheter avec des confirmations, donc attendre que le prix monte de la force et qu'il casse à nouveau une résistance, parce que là, pour l'instant, on fait juste un rebond mou, entre grands guillemets, sur un support weekly qui a été testé plein de fois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit publiquement, et je redis publiquement, que je suis bearish tant qu'on récupère pas les 63-64K. Mais ce qui me fait un peu nuancer mon propos, et j'ai pas envie d'être girouette, hein, j'ai pas envie de changer d'opinion tout le temps, mais c'est que graphiquement, je vois quelque chose que je peux pas non plus ignorer. C'est la validation d'une divergence haussière. Donc en fait, on fait des creux de plus en plus bas et ici, on fait des creux de plus en plus haut et on repasse au-dessus du niveau 0. Donc une divergence haussière validée. Qu'on a une localisation qui est ce qu'elle est, à savoir la bande basse du range et la reload zone acheteuse de toute cette hausse.
donc 61-70% de retracement, et qu'on est possiblement en train de, je dis bien possiblement, on n'y est pas du tout, de valider une sorte de W ici en daily. Donc on aurait localisation, divergence, structure, enfin localisation, structure, divergence. Donc pour l'instant on n'y est pas. Et en fait ce que moi j'attends de voir, c'est si jamais on chasse ces highs ici, donc tous ces highs, est-ce qu'on sera amené à avoir une vraie acceptation au-dessus, une vraie structure ou un vrai setup haussier de continuation, ou est-ce qu'on va juste faire chier notre monde, prendre ses highs pour derrière mieux dump en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'opinions qui sont très fortes. Dans le doute, comme je l'expliquais, je suis bear tant qu'on récupère pas les 63-64K parce que j'ai pas envie d'acheter cette bande basse. Mais en même temps, si on pousse un peu plus haut, on pourrait valider une structure de retournement avec une localisation qui est assez sympa et des divergences validées. Donc hyper compliqué. Et dans ces situations-là, moi, ce qui me rassure, c'est d'avoir du spot, en fait. C'est-à-dire de ne pas avoir de prix de liquidation, de détenir mes assets et de quoi qu'il se passe, si le marché part à la hausse, je serai exposé. Parce que, comme je l'expliquais, très exposé à Ethereum, très exposé à tout ce qui est early stage, etc. Donc, si le marché va plus haut, ça va. Et moi, du côté des dérivés, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver potentiellement, je dis bien potentiellement, des setups vendeurs pour essayer de couvrir une partie de mon exposition au marché et faire en sorte de me protéger du pire pour avoir un maximum de cash si jamais le marché dump et va plus bas. Pour que dans le cas où on a une cassure du range par le bas, ce qui n'est pas le cas, mais dans le cas où on a une cassure du range par le bas, je ne sois pas à poil et je sois dans une position qui est confortable. Donc moi en fait, je peux ne pas acheter la bande basse sur les dérivés parce que en soi je suis très exposé au marché, j'ai beaucoup de spots sur Ethereum, j'ai de l'early stage, si ça rebondit, ma vie va bien aller. Par contre, si on commence à dump, comme je l'expliquais, pour moi, si on a une vraie cassure de la bande basse du range, à ce moment-là, pour moi, la première target, c'est les 51K, mais en réalité, c'est même plutôt genre 47, 50, quoi. C'est cette poche-là ici. Correspond aux 38% de retracement de toute la hausse. Donc, et aux EMA en monthly de mémoire. Aux EMA 9, 13, 18 en monthly. Donc, si jamais on a ce dip qui fait un peu mal, je veux être en capacité d'avoir du cash. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de me protéger. Donc ça, c'est l'argument de pourquoi j'ai pas envie d'être overbull. C'est niveau retesté bien trop de fois. Il faut montrer qu'on a de la force, recasser une résistance. Et je suis déjà très exposé, donc j'ai pas envie de me surexposer. Et le take qui est un peu plus bull, en réalité, c'est que, potentiellement, en fait, on est en train de casser cette trendline qui a pas mal de points de contact ici en daily. Et que, en fait, en 12 heures, on a une divergence haussière qui a été validée, un début de structure de retournement, et une localisation qui est intéressante potentiellement. Donc, franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas ce qui va se passer. C'est pas la zone que je voulais voir retester, dans le sens où, pour moi, le setup aurait été bien plus bull si jamais on avait tenu ici et qu'on avait fait un higher low pour derrière, pour reclaim le milieu de range ici et partir. Et du coup, là, ça me met un peu dans un spot bizarre parce que cette bande basse, on l'a tellement testée, j'avais pas envie de l'avoir retestée. Donc voilà. Pour l'instant, je prends du recul. Je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Je l'entends. Hein. Peut-être que de votre côté, vous avez envie de dire que ça va aller à 3 milliards de dollars, que je sais exactement ce qui va se passer. Mais la réalité, c'est que même moi, là, actuellement, j'ai pas de conviction très forte, en fait. La conviction, pour moi, qui sera et qui pourrait s'affirmer, comme j'expliquais, c'est si jamais on commence à passer sous le lot ou qu'on a de l'acceptation ici, qu'on a du mal à rebondir, moi, je vois bien une accélération jusqu'à 50K. À l'inverse, si jamais on a une chasse de ces highs, mais qui arrive à tenir avec une consolidation assez bull, possiblement en renversement, et à ce moment-là on aura validé un setup genre assez sympa, mais là pour l'instant en fait on est au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on peut très bien dump ici, on peut très bien chasser et sans vraiment changer mon biais, trop compliqué en fait, trop compliqué, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc voilà. Moi, dans tous les cas, moi ma conviction, qu'on soit clair, c'est que même si on va en dessous de 50K, dans le cas où on y va, même si on va en dessous, c'est pour acheter. Et ma conviction personnelle, c'est que ça n'est pas un top. Pour moi, un top, historiquement, c'est soit un blow-off top, donc un truc super vertical, super violent, etc. Et à ce moment, ça retombe sec, genre assez violemment direct. Genre, je vois rarement une consolidation de ce style arriver. Et surtout, des highs chassés, en fait. Chose qu'on a eu ici, et chose qu'on a même eu ici sur ce premier top. Le top de 2017, c'est encore une chose, parce que on est passé vraiment de 1000 $ à 20 000 $ en ligne droite. Mais voilà. Donc voilà, sur BTC, très compliqué. D'un point de vue Niflo, d'ailleurs, j'ai demandé à Hildeby, que j'ai interviewé, de mettre à jour le dashboard, et il l'a fait très gentiment.
Mais du côté des inflows, donc des net inflows, donc de la différence entre ce qui rentre et ce qui sort des ETF, bah, pour l'instant, en fait, depuis 2 semaines, bah, en fait, on a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Si je prends une autre source ici, je peux vous mettre les liens dans le chat, comme ça vous sera utile. Hop, je vous mets le lien numéro 1 que j'utilise, et ici, le lien numéro 2. Et pareil, on voit ici, donc c'est le nombre de millions qui ont été injectés. Quand c'est rouge, c'est que c'est de l'argent qui est sorti au global. Donc ça, c'est le total à droite. Et après, vous avez le détail de chaque ETF. Okay. Et ici, nous, on regarde le total. Et on voit que, en fait, on a un peu d'argent qui rentre ces derniers jours, mais que globalement, depuis 2 semaines, c'est quand même des grosses sorties, quoi. Donc, pas vraiment d'argent frais qui rentre dans le marché de ce côté-là. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est et que j'avais parlé, enfin que j'avais mentionné sur Twitter, c'est à quel point on est dans un marché qui est inversement corrélé. Donc ici, je vous ai mis en vert simplement le dollar, donc le DXY. Donc le DXY, c'est la mesure, de ce que je comprends, c'est la mesure de la force du dollar par rapport à ses principaux concurrents, donc par rapport aux autres monnaies. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que... Alors attendez. On voit que en fait, c'est quasiment parfait. En fait, pour moi, la corrélation entre le Bitcoin et le dollar, dans un marché où il y a une certaine incertitude, ou du coup, dans le cas où BTC range, du coup, cette corrélation, elle est assez forte, donc inversée. Donc ici, je vous ai mis en vert le dollar, donc le DXY en inversé. Puisqu'on a tendance à croire que plus le dollar est fort, plus les risk-on, donc tous les actifs où il y a du risque, vont baisser. Et donc, j'ai inversé. Du coup, ce que ça fait, c'est que lorsque le dollar monte, en fait, la courbe verticille descend. Et on voit que sur BTC, c'est ultra corrélé. Bon, no big news, hein, mais vous le savez. Par contre, on peut avoir des phases où on se décorrèle et où on se décorrèle assez fortement, et c'est notamment lorsque on sort de ces phases de consolidation sur BTC, et on peut le voir ici sur BTC, dans le sens où en vrai ça reste quand même overall assez proche. Juste le moment où on aurait pu s'attendre à un rebond qui était plus fort, c'était au moment du crash de FTX. Mais à ce moment-là, le marché ne savait pas trop où il allait, il y avait beaucoup d'incertitudes, etc. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire, c'est que possiblement, si on n'avait pas eu un FTX ici, on aurait pu rebondir plus tôt. En tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression qu'on a pris du retard sur le cycle. Même si on a pris de l'avance au final en faisant un ATH plus tôt. Donc voilà, je trouvais que cette corrélation était assez intéressante. En tout cas, graphiquement, vous pouvez mettre, vous faites le plus en haut à gauche sur TradingView, mettez DXY. Et ensuite, vous faites un clic droit sur l'échelle et vous faites inverser. Et vous pouvez directement l'afficher. Donc voilà. Donc ça, c'était pour BTC. Du côté d'Ethereum, on a un expert Bloomberg qui a fait un suivi et tout, qui disait justement que pour lui, on pourrait réaccélérer du côté des ETF spot Ethereum à partir du 8 juillet. Il parlait du 2 à 4 juillet récemment. Là, il parle davantage du 8. Donc la deadline serait possiblement un peu retardée. Ce qui fait que en fait, ça nous laisse plus de temps potentiellement pour rebondir. D'un point de vue Ethereum, c'est un peu différent que BTC parce que on est quand même dans une consolidation, hein, mais pour moi, on a cherché une zone qui est vraiment intéressante parce que si derrière, on veut continuer cette dynamique haussière sur Ethereum de faire des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts, eh bien, on a potentiellement touché une zone assez intéressante ici. Donc la reload zone, 61-70% de retracement de toute la hausse. Et accessoirement, un niveau horizontal ici qui était très clean. Donc on a retesté ce niveau horizontal en daily, plus la reload zone acheteuse en weekly. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un beau rebond et des acheteurs qui sont positionnés ici. Dans tous les cas, Ether, pour moi, reste plus fort que BTC. Et je pense qu'on le voit graphiquement sur le ratio ETH-BTC. Je ne vois pas un monde Ether sous-perform BTC tant qu'il n'y a pas les ETF qui sont tradables. Et je pense que c'est justement au moment où les ETF Ethereum Spot seront tradables qu'on pourra peut-être avoir un changement dynamique et voir des inflows peut-être décevants, ce qui pourrait refaire pencher la balance pour Bitcoin. Mais tant qu'on est en anticipation, je pense que le marché va mieux valoriser Ethereum, en tout cas va vouloir jouer cette narrative-là. Et il y a des gens du coup qui me posaient la question de qu'en est-il de moi avec mes Ethers, parce qu'en fait j'avais switché mes Solana en Ether. Et bien pour l'instant je suis toujours en Ether. Sur le ratio je suis toujours gagnant d'une certaine manière parce qu'en fait j'ai passé mes Solana en Ether à partir de ce moment-là. Et j'ai pas envie de le faire tant que les ETF Ethereum spot ne sont pas tradables, ou en tout cas juste avant je pourrais peut-être
réimaginer ça, mais voilà. Et on n'a toujours pas d'ETF Solana, alors c'est des rumeurs, etc., mais pour l'instant, j'y crois pas. Donc, je suis toujours très bull sur Ether. Voilà, c'est ce que je vous expliquais ici, le niveau en violet, c'était le niveau horizontal ici en daily, qui a bien tenu, qui a été parfaitement retesté ici avec la reload zone acheteuse. Et d'un point de vue plus court terme, moi je pense que d'un point de vue court terme, si on commence à récupérer ce niveau en rouge ici autour des 3460 $, je pense que le low sera in et à ce moment-là on validerait une sorte de structure en W en daily après avoir retesté la reload zone acheteuse weekly et un niveau horizontal clé ici. Donc pour moi, il faut vraiment récupérer les niveaux rouges ici sur lequel on a buté. D'ailleurs, on a beaucoup de high à aller rechasser qu'on n'a pas chassé. Je vous le montre assez régulièrement avec mon graphe ici où il y a du jaune partout. Le jaune partout correspond à quoi? Le jaune partout correspond aux high et aux lows qui n'ont pas été chassés. Donc là, ça vous donne une idée de où sont les liquidités. Et donc, on a surtout une grosse zone de liquidité ici à aller chercher. Et ça ne m'étonnerait pas que au moment de l'approbation des ETF, en tout cas du listing des ETF et du moment où ils commencent à être tradables, on soit potentiellement dans cette zone si BTC n'a toujours pas cassé sa bande basse du range. Et à ce moment-là, en fait, ce serait la reload zone vendeuse, donc 61-78% de retracement de la baisse. Et donc, si les vendeurs veulent défendre ce high, ici sera une localisation assez intéressante, en plus d'être pas mal de high à chasser. Pour sortir les shorters tardifs, par exemple. Donc, si on retournait dans cette zone ici, je ferais assez gaffe, notamment si on avait des ETF qui étaient approuvés et listés et tradables, et que, par exemple, si on avait des inflows décevants, ce serait probablement la meilleure zone pour, de mon côté, sortir d'Ether. Par contre, si on a une vraie cassure plus haut, donc des 4000 $, et c'est là où tout se joue, eh bien en fait, pour moi, on n'a absolument aucune résistance jusqu'à un nouvel ATH. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue vendeur, la zone à méga surveiller, ça va être celle-ci. Je dirais entre les 3700 $ et 3800 $. Et si jamais on déborde cette zone ici, à moi, personnellement, je m'attends à un nouvel ATH. Donc, voilà, pour moi, on se dirige vers une énième consolidation. On va chercher les deux côtés. Donc, d'un point de vue tendance, on a été chercher la reload zone acheteuse. On a été chercher la reload zone acheteuse de toute cette hausse. C'est là où on a trouvé un bottom. Donc, la zone idéale, une des zones idéales pour défendre ce low ici, et donc la tendance. De l'autre côté, on a été chercher la reload zone vendeuse. Donc, 61-70% de retracement de la baisse. OK, ici. Donc, 3600 à 3800 $, c'est à peu près là où on a top. Et donc, en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, on est en train de compresser. C'est-à-dire qu'on oscille de reload zone en reload zone, donc de zone optimale pour vendre à une zone optimale pour acheter. Et donc jusqu'au moment où on aura une réelle décision au nord ou au sud. Mais pour l'instant, on est juste dans une énième consolidation. Et vu qu'on est dans une tendance haussière, par défaut, j'ai davantage envie d'acheter les reload zones acheteuses et moins envie de vendre les reload zones. Donc ça, c'est pour Ether. Donc je reste bull. Comme je l'expliquais un peu plus à court terme, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un reclaim de cette zone rouge ici autour des 3460. Du côté de BTC, ce serait, comme j'expliquais, un reclaim de cette zone des 63 000 $, 64 000 $. Et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas un premier signe de force, pour moi, il y a toujours un monde où on continue de baisser, vu le nombre de fois qu'on a retesté cette bande basse du range, notamment sur BTC. Mais beaucoup moins de conviction, comme j'expliquais, que les semaines passées. Là, on est dans une période où j'ai pas de conviction méga forte sur le marché. Et du côté de Solana, écoutez, on laisse toujours beaucoup de lows ici. On tient toujours le niveau weekly dont je vous parlais des 132 ici, qui correspond au 61, au 38% de retracement de toute la hausse. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et voilà, pour l'instant, ça tient. Mais comme j'expliquais sur les futures, donc sur les contrats Binance, on a pas mal de lows qui n'ont pas été chassés ici. Et pour moi, c'est très difficile d'être acheteur ici. Comme j'expliquais dans d'autres émissions, d'autres vidéos, je préfère qu'on chasse les lows et qu'on récupère ce niveau. Et à ce moment-là, je pourrais max bid les 38%. Donc ça sera un scénario où je max bid. Ou simplement attendre qu'on récupère ce niveau en vert des 175 $, qui pour moi, s'ils sont débordés, nous amènerait très probablement un nouvel ATH, puisque pour moi, ici, c'est la résistance la plus clé sur Solana. Celle-ci, pour moi, n'étant pas significative. Donc, toujours pas sur Solana. Et j'ai toujours pas de setup long sur Solana pour l'instant. Je préfère rester un petit peu en retrait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Voilà, je voulais vous montrer quelques jetons IA que je trouve intéressants et qui arrivent dans des fenêtres qui sont pour moi des fenêtres d'achat. En fait, on a eu une énorme hype sur l'IA en crypto. Et le marché actuellement en TradFi price énormément Nvidia. Mais on n'a pas vu ça arriver nécessairement sur les cryptos, c'est-à-dire que le moment où Nvidia a explosé, en tout cas a accéléré récemment,
On a vu justement les crypto IA vraiment dump beaucoup, mais pour autant, est-ce que c'est des mauvais projets ou est-ce que c'est des trucs qui ne vont pas survivre à ce cycle? Franchement, moi je pense qu'il y a encore des plays à jouer sur l'IA et que beaucoup de gens sont en train de sortir cette narrative alors que possiblement on arrive sur des niveaux de retracement qui sont intéressants d'un point de vue altcoin. Et je pense que pour la majorité des altcoins, c'est celles quand même qui ont le mieux résisté. C'est-à-dire que oui, elles ont beaucoup dump, mais elles ont eu ici un run de fou et là, elles retestent des niveaux qui sont assez intéressants. Et par exemple, du côté de FET, alors de ce que j'ai compris, je crois que c'est demain, ou en tout cas début juillet, on va avoir en fait tous les Ocean et les AGIX, voilà, qui vont être transformés en FET. Donc tout, en fait, on va pas avoir le ticker IC, parce que comme j'expliquais, il y a Fetch, AI, AGIX et Ocean qui vont fusionner, mais tout va être tradable, je crois c'est demain ou en tout cas en début juillet sous le ticker FET. Donc tout va passer sur le ticker FET, donc FET USDT. Et ensuite, je crois que c'est la deuxième phase, je suis allé sur le blog en plus, Fetch, voilà ça. Ils le font en deux phases, voilà. Donc à partir du 1er juillet, voilà, c'est ce qu'ils expliquaient. Changement du nom et du logo. Les dépôts et retraits en AGIX Ocean sont stoppés. Tout passe en gros en FET. Et donc Spot et Perpetual Trading will continue under the FET ticker, donc FET. Et ensuite, à partir de mi-juillet, là, à ce moment-là, on aura un rebrand qui sera total et leur nouveau réseau qui sera donc le réseau AIC et donc le token AIC. Et à ce moment-là, ce sera tradable sous le ticker AIC. Donc ça va se faire début juillet. En mode tout va passer sur FET et ensuite tout va passer sur ici. Donc voilà, moi ce que je vois c'est que on a pour moi une narrative qui reste intéressante si on est intéressé par les altcoins, sachant que voilà les altcoins qu'on se le dise pour l'instant elle tire un peu la gueule. Donc si je regarde le total 3 divisé par BTC, donc les altcoins vs BTC, on est toujours en galère. Certes on a eu un petit rebond quand même, on reste dans ce range, mais elles sont toujours en galère. On voit d'ailleurs qu'on a perdu les 38% de retracement de toute la hausse ici, tout simplement. Et je crois que j'en ai pas parlé récemment, ou je crois que j'en ai peut-être parlé dans un live, mais pour moi, tout ce qui va être reload zone, acheteuse, moyen long terme sur les alts, moi de mon côté, je les achèterais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu une hausse assez forte, par exemple, sur. Assez forte, faible par rapport à Bitcoin, etc. Mais à partir de cette hausse ici, si on retrace 61-78% en dollars sur les alts, donc on arrive dans cette poche bleue, ou sur le total 3, qu'on arrive ici. Pour moi, ce sera la zone optimale pour acheter sur les altcoins. Parce que j'ai du mal à croire que le marché des altcoins overall fasse de nouveaux lots. Et surtout que c'est la zone idéale à défendre d'un point de vue long terme pour défendre justement cette tendance haussière weekly, monthly. Et donc, on puisse continuer à se projeter dans une dynamique haussière et faire de nouveaux high. Donc, pour moi, si on commence à réatteindre ces niveaux, je ne sais pas si ce sera le cas, ou qu'on commence à reclaim donc des niveaux clés, donc on recasse à la hausse les niveaux qu'on avait cassés par le bas. À ce moment-là, je me positionnerai assez fortement. Pour l'instant, c'est modéré, comme j'expliquais, j'étais surtout sur Tao, un peu d'YDX, etc. Mais voilà, si jamais on commence à récupérer ces niveaux ou qu'on atteint ces niveaux-là, je pense que c'est les moments où j'accélérerai sur mon positionnement sur les alts. Et comme j'expliquais, la partie IA, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. 71-78% de retracement de toute la hausse, c'est la zone bleue ici. Et ici en vert, c'est le dernier ATH. Donc pour moi, tout ce qui va se rapprocher d'ici, c'est une zone, à mes yeux, qui est superbe pour se positionner sur la narrative IA, dans le cas où on croit à une alt season un jour, à ce que les alts continuent à s'apprécier ou qu'à un moment, elles s'apprécient. Donc c'est pour ça que voilà, moi je surveille de très très près FET, parce que ça va être un des tickers qui va le mieux représenter, je suppose, la narrative IA, en plus de Tao. Après, on a d'autres altcoins qui perfent un peu à gauche à droite, des trucs assez sympas. D'ailleurs, si on regarde... Cette semaine, il n'y a pas grand-chose à perf, mais en fait, je ne sais même pas en capacité d'identifier les narratifs qui ont les mieux perf. Enfin, on a eu Real World Asset, Depin, ok. Real World Asset, en gros, il y a juste Ondo et c'est tout. Et Depinia, c'est un peu mélangé. Donc en soi, c'est tout ce qui est IA et lié aux cartes graphiques. Et depuis, on a eu les meme coins, mais voilà. Moi, je pense que s'il y a une narrative sur laquelle je me placerais, ce serait plutôt IA, etc. Tout ce qui est associé au L2, à la gouvernance, etc., ça c'est moins hype, ça tient moins. On a eu du Pendle, voilà, exactement dans le chat, quelqu'un qui en parlait. On a eu Caspa, voilà aussi. Depin, du coup, à cash. On a AV qui reprend des forces, mais quand même au fond. Mais voilà. Moi, c'est ce que je regarderais, surtout tout ce qui est un peu new gen et qui a des narratifs qui sont un peu chaudes. Real World Asset, je sais pas honnêtement. Mais... Enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de très bons jetons sur les Real World Assets, quoi. Après, on a tout ce qui est trading de yield, etc. avec Pendle, qui est pas mal. Surtout si on a une alt season un jour ou l'autre, c'est genre le truc ultime pour essayer de farmer, etc. Donc c'est un truc qui s'appréciera, je suppose. Tao, moi je suis dedans, les gars. Je suis dedans et pour l'instant, je prends ma perte. Et voilà.
On est juste dans cette tendance baissière qui est assez bien définie par cette trendline. Mais pour autant, on est en train de retester 61-70% de retracement de toute la hausse. Donc, une zone d'achat qui est assez intéressante. Purement graphiquement, après, on est monté tellement vite, tellement fort. Mais ouais, moi, je pense que je vais publier un truc sur le Discord bientôt. Quand on aura un truc assez bien formé. Genre, typiquement, si on a une divergence haussière qui se valide ici. Putain, mais je veux tracer, j'y arrive pas. Voilà, qui se valide, donc on repasse au-dessus du 0. Et que ici, en daily ou en 3 jours, on commence à faire une structure du style W ici. Pour moi, ce sera vraiment un achat les yeux fermés. Et de mon côté, ce sera une opportunité de renforcer. Mais pour l'instant, je laisse courir. Je laisse courir mes pertes. Et on verra. RSR. Mais RSR, c'était même le dernier cycle en plus. RSR, c'est tout ce qui est stablecoin, etc., non? Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe, Tao, exactement. Sur Tao, tu stacks ou tu préfères être agile? Je ne stack pas. AXL, franchement, c'est une catastrophe. Enfin, le projet est vraiment bien, mais le jeton ne tient juste pas, en fait. Je ne suis plus dedans, ça m'intéresse plus pour l'instant. Peut-être que c'est trop court-termiste, mais j'ai l'impression que tout ce qui est interopérabilité est super mal pricé. Et je pense que c'est aussi le cas de Wormhole. Bon, les potes, dans tous les cas, je pense qu'on aura fait un live assez complet. Je vous ferai des vidéos, j'essaierai de faire des vidéos cette semaine. Mais voilà, on a parlé d'actu, on a parlé du marché. On tient dans un format qui est plutôt cool, 1h11. Et comme ça vous laisse un petit peu de temps pour manger et regarder les résultats. Je ne les ai toujours pas vus. Donc voilà. C'était Pixou, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si Capet n'était pas là. Et on se retrouve très vite. Tchuss.